c'est difficile pour nous de dire: «Ah ouais, ça, c'est un cas d'exception, faut faire des accommodements particuliers pour cette personne-là». Il dit, ben moi, j'ai tout fait pour accommoder. J'ai vraiment, je ne voulais certainement pas discriminer cette personne-là. On a réalisé que c'était quelqu'un, puis elle dit elle-même sur son compte Facebook, qui avait fait des centaines de plaintes à des entreprises. Il y a plein de signaux dans la décision. On se dit, oh, ça va s'arrêter où, cette intensité du devoir d'accommodement? Ici François-David Bernier, bienvenue à la firme. Cette semaine, on parle d'un sujet là, que vous avez sûrement vu passer, un sujet qu'on va dire délicat. Une personne non-binaire qui fait une plainte, qui est devant le tribunal de la personne, et il y a une condamnation parce qu'on ne l'aurait pas accommodé. Bon, je suis avec mes invités pour analyser tout ça. Patrick Taillon, professeur de droit, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Maître Côté, Camille Côté, et on va essayer d'analyser la situation parce que j'ai reçu plutôt le propriétaire, un des copropriétaires de la Station 10, qui est un salon de coiffure. Et je lui ai posé des questions. Comment il a vécu ça? Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier? On l'écoute à l'instant. En février 2023, on reçoit un email de plainte d'Alex Mignot parce que notre site web, lors de la réservation, donnait seulement 4 options: coupe homme, coupe femme, tresse et barbe. Il n'y avait pas d'option de coupe de cheveux pour personnes non binaires. On a tenu compte, on a répondu à Alex Mignot lui disant ça nous ferait plaisir de lui couper les cheveux, qu'elle choisisse, peu importe sa décision, c'est à titre indicatif seulement. Ça n'aurait pas d'impact sur sa coupe. Puis chez Station 10, en plus, on a un prix à la minute, donc qui est non genré. Il n'y a aucune discrimination entre femmes et hommes, comme on le voit des fois dans d'autres salons, une coupe femme coûtant plus cher qu'une coupe homme. Puis peut-être juste revenir en arrière, tu sais, comment on est. Il faut comprendre, nos salons de coiffure sont dans les métros, dans les transports en commun, comme à la gare d'autocar de Berry, au métro Longueuil. Des demandes sur mesure. Puis juste un autre recul, c'est qu'on est une business de volume, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de coupes de cheveux avec des tout petites marges. Donc, dès qu'on soit des demandes sur mesure particulières ou farfelues, puis dans les métros, on en a toutes les semaines, on ne peut pas toujours y répondre ou faire des pieds et des mains pour accommoder ce genre de demande. C'est un parallèle, quelqu'un arrive en chaise roulante, on comprend tout de suite qu'il faut faire un accommodement, quelqu'un qui est aveugle, mais quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, parce que c'est elle qui le dit, là, je ne veux pas dire que les personnes transgenres ont des problèmes psychologiques, mais elle a dit qu'elle a manqué 16 mois de travail, elle, à cause de ses problèmes à l'époque. C'est difficile pour nous de dire: ah ouais, ça, c'est un cas d'exception, il faut faire des accommodements particuliers pour cette personne-là. Mais malgré notre réponse, Alex Mignot n'était pas satisfaite. Elle nous a envoyé un autre email, peut-être une semaine ou 2 semaines plus tard, exprimant sa frustration, son désaccord avec notre réponse. Mon partenaire, en 2023, lui a répondu pas mal la même chose. Puis même l'invitant, si elle n'était pas satisfaite, à aller voir un salon qui était peut-être mieux adapté à ses besoins. Puis ça semble l'avoir insulté. Elle nous a envoyé une mise en demeure, nous demandant un dédommagement de 5 000 quelques semaines plus tard, avec les instructions de paiement et autres. Mise en demeure à laquelle on n'a pas répondu. On n'avait pas l'intention de lui verser cette somme-là. Puis on n'avait pas l'impression non plus qu'on avait fait quelque chose de mal. Puis là, Yel a fait une plainte à la Commission des droits de la personne. Entre-temps, de notre côté, là, on commençait à comprendre que ça s'en venait sérieux. Donc, on a fait un peu de recherche sur Alex Mignot. On a réalisé que c'était quelqu'un, puis elle dit elle-même sur son compte Facebook, qui avait fait des centaines de plaintes à des entreprises. Donc là, ma réaction, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, est-ce qu'on subit de l'extorsion en ce moment? Parce qu'elle nous demande de lui donner de l'argent là, parce que notre site web n'avait pas la case non-binaire. J'ai fait une plainte à la police de Longueuil à l'époque, mais la police n'a pas voulu prendre en charge le dossier. Là, je pense que c'était trop épineux, la question des droits des gens non-binaires. Puis ça s'en est suivi que la commission a recommandé qu'on paye 500 $ à Alex Mignot comme dédommagement. C'est une sorte de recommandation de médiation. Encore une fois, on n'a pas voulu payer, mais on lui a offert 3 coupes de cheveux gratuites.
Elle a refusé, puis elle a amené le dossier au tribunal des droits de la personne, puis là, elle nous a demandé 12 500 en dédommagement. Et là, vous ramassez, là, vous devez engager un avocat, j'imagine, c'est des gros frais, là, pour vous défendre, et vous vous retrouvez là, devant le tribunal. Là. Comment ça se passe? Là? Décrivez-moi ça. Ah ouais, c'était une première pour moi, surtout. Mon tribunal des droits de la personne, c'était un tribunal assez spécialisé. Ça, c'était à Longueuil. On y a passé la journée, là. C'était de 9 à 4 avec une pause pour le lunch. Donc, ça a dû coûter j'estime 20 000 aux contribuables, là, mais c'est sûr que ça coûte très cher comme Là, processus. la journée se déroule, vous n'avez pas d'idée quel est le verdict. Là. Non, ça a pris quelques semaines avant qu'on soit le verdict. Mhm. Ça aurait pu aller. On avait vraiment aucune idée. On est sorti de là avec autant de questions. Je pense qu'on était rentré. OK. Et là, le verdict tombe. Comment vous recevez ça, là, ce jugement? Là? C'est pas un gros montant. Je pense que c'est plus, tu sais, 500 $. C'est pas ça qui va nous empêcher de Non, gagner notre non, histoire. c'est ça. On l'a dit, c'est beaucoup un entrepreneur qui veut, puis là, un jugement qui tombe, qui vous condamne, c'est beaucoup le principe là, qui doit venir vous toucher. Là. On entend un monsieur, bon, il dénonce un peu ce qui est arrivé, les poursuites, peut-être un flou juridique par lequel il se retrouve devant le juge. Il a trouvé ça assez impressionnant. Et là, d'être condamné, il dit que c'était pas sa volonté de ne pas accommoder cette personne-là. Monsieur Taillon, on va commencer par la base. Là. On parle de non-binaire. Là. Ça vient de où, non-binaire? Oui, les personnes non binaires, c'est un phénomène encore assez nouveau et qu'on peut distinguer des personnes trans, où on peut mettre ça évidemment parmi toutes les minorités de genre. Grosso modo, au Québec, pour faire court, là, à partir de 1977, le ministre Marc-André Bédard crée une procédure pour qu'à l'époque, on parlait de personnes transsexuelles, puissent changer leur identité à l'état civil. C'était quand même plus lourd qu'aujourd'hui, ces procédures-là, mais on voit que ça fait quand même longtemps. Tranquillement, la législation s'est beaucoup allégée. Ça s'est beaucoup passé dans la décennie 2010. Okay. Donc, on a cessé de demander la chirurgie obligatoire. Et puis là, il y a un basculement important, si je me souviens bien, 2016, où on va modifier la Charte québécoise pour dire dorénavant, il y a une discrimination interdite, oui, basée sur le sexe, mais aussi sur l'identité de genre. Et en introduisant ce concept d'identité de genre, bien, tout à coup, on s'éloigne de la logique transsexuelle pour inclure, au fond, toutes les formes d'identité. Et là, c'est souvent présenté un peu comme un continuum où, oui, on a un sexe biologique à la naissance, mais après, il y a comment le genre dans lequel on se sent et le genre qu'on décide d'exprimer. Mais c'est quoi le genre? On part de la base. C'est quoi le genre dans notre société? Bien, en fait, c'est à ne pas confondre avec le sexe biologique. Pour la plupart des gens, pour la vaste majorité des gens, leur sexe biologique et leur identité de genre, c'est la même chose. Donc, dans ce temps-là, c'est peut-être moins... c'est plus simple à composer dans la société parce qu'elle est ainsi organisée traditionnellement. Et puis après, vous avez des personnes dont l'identité de genre ne concorde pas avec le sexe biologique à la naissance. Donc, généralement et traditionnellement... Mais homme-femme, là, c'est-tu des genres? Bien, oui, il y a un genre féminin, un genre masculin. Et donc, on connaît la femme trans, donc l'homme biologique à la naissance qui va transiter vers l'identité féminine. Et vous avez le phénomène inverse. Et ça, c'est quand même plus connu. Okay. Et là, la non-binarité, c'est un phénomène peut-être un peu moins connu, plus récent, et qui représente un défi pour le droit qui est quand même assez considérable. C'est que, bon, l'identité de genre, elle peut être multiple et elle inclut aussi le fait qu'il y a des gens qui se reconnaissent ni dans le féminin, ni dans le masculin. Et la façon qu'ils peuvent avoir de vivre la chose peut beaucoup varier. Et ça a amené une décision très importante du juge Gregory Moore de la Cour supérieure où des groupes ont réussi à introduire l'idée que du moment où au Québec on dit qu'il est interdit de discriminer sur la base de l'identité de genre, bien, à l'état civil, si vous dites féminin, masculin, homme-femme, bien, vous devez ajouter une troisième option pour ceux qui se disent ni un ni l'autre, donc non-binaire. Et ça a été fait, notamment avec le projet de loi 2, début des années 2020, déposé par le ministre Simon-Jolin Barrette et adopté à l'unanimité. Et depuis, le débat s'est beaucoup déplacé sur, bien là, ce qui existe à l'état civil, doit-il être répercuté
à la Régie de l'assurance maladie du Québec, sur les permis de conduire. Alors, il y a ce débat-là dans les là, institutions. même sur les passeports, en ce moment, hommes-femmes, il y a X. Ça Donc, vient un oui, peu de ça. Là. au fédéral, ils l'ont fait. Ils l'ont fait sans faire de loi. Là. Du jour au lendemain, ils ont passé comme une directive administrative sous le gouvernement Trudeau et ça a été fait. Donc, au Québec, il y a eu la SAQ et la RAMQ a annoncé qu'elle allait suivre là, le pas. Et là, au fond, une des grandes nouveautés de l'affaire de la semaine dernière, Station 10, c'est que tout à coup, le débat se déplace vers la sphère privée. Ah, c'est ça. Tout à coup, c'est des commerçants. Et là, on oublie souvent, mais oui, la Charte canadienne et la Charte québécoise, c'est beaucoup pour nos libertés face à l'État, empêcher l'État d'intervenir. Bien, ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, des fois, on a des questions des gens, puis c'est pas toujours clair, ça. Expliquez-moi ça, la Charte canadienne versus la Charte québécoise. Là, ici, on parle de la Charte québécoise. Oui. Donc, la Charte québécoise, elle a une petite caractéristique que la canadienne n'a pas. Elle s'applique à certains, pas tous, mais une grande partie des rapports privés. Notamment Entre personnes. Entre personnes privées. Donc, entre c'est pas l'État. C'est ça. C'est ça. Et donc, entre un commerçant et son client. Entre un locateur et son locataire. Donc, le mot un peu technique, c'est vous offrez un service ou un bien ordinairement offert au public. Donc, vous êtes un commerçant, un locataire, et là, bien, vous êtes soumis à des obligations. Et là, la décision de la semaine dernière, elle intervient dans ce cadre-là, puis elle crée quand même tout un émoi, comme c'est souvent le cas en matière d'accommodement raisonnable, parce que l'accommodement raisonnable, il est sculpté sur la situation factuelle bien précise, et là, on a de la difficulté à interpréter, oui, mais qu'est-ce que ça va vouloir dire dans d'autres situations? Bien là, on va en revenir à ça, parce que là, on va aller sur le cas. Maître Côté, bon, on comprend le non-binaire, les chartes, mais côté juridique, là, M. Labrec, là, lui, est devant le tribunal des droits de la personne. Ça vient de où? C'est quoi ce tribunal-là? Là? Donc, ce tribunal-là, c'est un tribunal où c'est des juges de la Cour du Québec qui entendent les causes. Puis, c'est des juges avec les bords rouges. Là. C'est Oui, nommé... Exactement, oui, tout à fait. Pas des juges... administratifs. Pas des juges administratifs, vraiment des juges de la Cour du Québec, absolument, nommés. Puis, il vient d'entendre des litiges par rapport à du harcèlement, de la discrimination, toute situation là, qui viennent toucher des interdits là, par rapport à la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, la Cour... Donc, c'est spécialisé. C'est très spécialisé, oui, absolument, tout à fait. On a un peu deux chemins pour être entendu par ce tribunal-là. On a la Commission des droits de la personne qui peut venir entamer là, le débat. Mais la Commission, en fait, qu'est-ce là, qu'ils font, la Commission? Ils jugent de rien, eux. C'est comme Absolument. une partie. Là. C'est ça. C'est que la personne peut faire une plainte à cette commission-là. Par la suite, la commission va venir évaluer la plainte, là, va venir dire est-ce que moi je prends ce dossier-là pour l'amener au tribunal ou non, je vais laisser la personne faire son propre débat. Dans le cas où on parle ici, la commission a refusé, là, a dit à la personne... Parce que la commission, ça prend le dossier un peu dans le fameux cas Jérémy Gabriel contre Mike Ward. Ils se sont rendus à la Cour suprême. Ça coûte une fortune. Mais là, c'est quand la commission l'accepte, c'est elle qui assume les frais. Oui, pour exactement. la personne discriminée. Absolument. Okay. Il n'y a pas de frais à ça, donc il n'y a pas de représentation juridique que la personne ne doit pas mandater un avocat exactement, payer des services juridiques. C'est la commission qui s'en occupe. Absolument. Mais dans ce cas-là, c'est que la commission tente de négocier le dossier. On entend M. Labrec le dire. Mais là, c'est un cabinet privé, là, ce serait le cabinet de Julius Gray. Exactement. Donc, la commission a essayé de négocier là, avec M. Labrec. Le salon a dit, bien, écoutez, on va essayer de s'entendre. Là. Voici le montant qu'on propose, voici la solution qui est proposée. Ça n'a pas été accepté là, par le salon. Donc, la commission a dit, bon, bien, on va vous laisser faire vos démarches, augmenter ça, là, vous-même, par rapport au tribunal de la personne. Donc, la personne qui est en cause ici, qui a fait sa plainte, est allée par elle-même au tribunal de la personne. Elle a engagé des avocats, tout à fait. Elle a déposé là, sa demande officiellement. Puis, le salon de coiffure a, eux aussi, dû là, avoir une représentation juridique là, pour aller se défendre devant la tribunal. Je garde le suspense parce que M. Labrec veut savoir qu'est-ce qui arrive par après. Est-ce qu'il y a des possibilités d'appel ou pas? Mais avant ça, je veux en savoir un peu plus sur ce jugement-là. M. Taillon, il dit quoi, ce jugement-là? C'est quoi... pourquoi? Parce qu'on entend notre témoin, il dit, bien, moi, j'ai tout fait pour accommoder, j'ai vraiment, je ne voulais certainement pas discriminer cette personne-là. C'est quoi qu'il dit, le jugement?
C'est un peu ça le problème. C'est qu'il y a une espèce de noyau dur de la décision. Si on la réduit à sa plus simple expression, c'est une décision très consensuelle. C'est difficile d'être contre ce qui a été décidé. Mais après, il y a plein de signaux dans la décision. On se dit, ça va s'arrêter où, cette intensité du devoir d'accommodement? Et disons qu'il y a une certaine ambiguïté. Donc, si d'abord on regarde la décision dans sa plus simple expression, c'est un modèle d'affaires assez particulier que celui de Station 10. C'est comme se faire couper les cheveux comme si on prenait le taxi. C'est-à-dire que ça fonctionne à la minute. C'est un tarif et on a un rabais de quelques dizaines de sous la minute si on prend un rendez-vous longtemps à l'avance et si on accepte de recevoir l'infopub. Eux, ça leur permet d'avoir des horaires bien remplis. En contrepartie, ils donnent un rabais. Et donc, le cœur du raisonnement de la juge, c'est de dire, du moment où vous offrez un rabais aux personnes, au public en général, vous ne pouvez pas refuser le même avantage financier aux personnes non binaires. Donc, si c'est juste ça, bien, effectivement, on a une décision dont la portée est assez réduite, canalisée, et on peut très, très bien comprendre de quoi il s'agit. C'est une question d'accès au service. Lui, évidemment, à juste titre, le commerçant, il dit, ben oui, mais moi, j'accepte de couper les cheveux, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas juste comme l'accès, c'est l'accès au même tarif. Et il y a même un passage dans la décision où la juge dit, il aurait suffi que le commerçant, là c'est dans mes mots à moi, mais c'est à peu près ça, il aurait suffi que le commerçant, lorsque la personne non-binaire s'est présentée au salon de coiffure sans rendez-vous, dise, pas de problème, on va vous faire un sans rendez-vous avec le même tarif privilégié qu'une prise de rendez-vous à l'avance, car on reconnaît que dans votre cas à vous, notre formulaire ne permet pas de... Donc, vu ainsi, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de modifier les vitrines des magasins, on n'a pas besoin nécessairement de modifier les formulaires, si en contrepartie, ça ne pénalise pas financièrement le client non-binaire. Donc ça, c'est l'interprétation, disons, réduite à sa plus simple expression, la plus minimaliste de l'accommodement. Mais en contrepartie... Moi, j'ai pas voulu ça. Comment ça, il est condamné même s'il n'y avait pas une mauvaise intention? En contrepartie, on est en présence d'une décision où on a un commerçant qui, en 4 mois, se donne la peine de modifier son site Internet, se donne la peine d'offrir 3 coupes gratuites pour compenser le désavantage financier. Et là, la juge envoie tout un signal en disant « cet effort d'accommodement n'est pas suffisant, à mon avis ». C'est pour ça que la décision crée une certaine ambiguïté entre sa lecture réduite au minimum à sa plus simple expression versus une interprétation plus maximaliste. Et surtout sur le genre. On est dans un domaine où le débat est très sensible et très polarisé. D'un côté, vous avez des gens qui, et c'est très légitime, ont pour projet de société, ils aspirent à, et ça va peut-être arriver progressivement un jour, je ne sais pas, dégenrer la société au complet. Okay. Donc pour eux, la simple expression homme-femme, c'est quasiment en soi de l'oppression. Ce n'est pas l'approche de nos tribunaux pour le moment. Nos tribunaux sont dans une logique d'accommodement. Donc, oui, dans la description générale de la société, on utilise les mots « homme », on utilise les mots « femme », même si ça peut des fois déplaire à des personnes non-binaires. Mais l'obligation d'accommodement impose que dans les interactions individualisées, là, il y a un grand et intense effort d'adaptation qui doit être déployé. Et ça, c'est rappelé dans la décision. On peut le comprendre à la lecture de la décision, mais ce n'est pas si explicite. Et quand on regarde l'histoire juste du site Internet, bien, au fond, si le site Internet n'existe pas, c'est quoi l'équivalent du site Internet? C'est les vitrines. Et là, on peut comme déborder sur une interprétation qui peut laisser croire que bien, le raisonnement de l'affaire Station 10 peut amener certains commerçants à dire « OK, je dois, de mon côté, le plus vite possible, changer mes vitrines, changer mon vocabulaire, changer mon site Internet. » Je ne suis pas certain que c'est ça que la décision veut dire, mais là, on ne voit pas tout à fait clair entre les deux. Qui peut être pervers parce que le monsieur Labrec l'a dit, on ne se retrouve pas dans une sorte de flou juridique. On ne sait pas sur quel pied danser. La preuve, c'est qu'il essaie d'accommoder, mais ce n'est pas suffisant.
Et là, c'est sûr que tout ça fait un tollé là, sur le... Je veux dire, il y a un débat de société en arrière de ça parce que tout le monde en parle. Et à quelque part, est-ce que c'est pas assez clair puis que ça peut se répercuter à d'autres entreprises et qu'on ne saura pas sur quel pied danser? Est-ce que les accommodements sont raisonnables? Est-ce que le gouvernement devrait s'impliquer pour clarifier ça? La juge rend une décision dans un contexte où le débat est très, très campé et polarisé. Fait que ceux qui sont critiques à l'endroit des théories du genre, puis qui, à la limite, ne voudraient pas faire ce genre d'accommodement, mais ils ne vont pas voir là un accommodement minimaliste et raisonnable. Ils vont plutôt dire, voilà un tribunal qui dérape et qui veut qu'on arrête d'utiliser le mot homme et le mot femme partout sur les vitrines, partout dans les sites Internet. Et de l'autre côté du spectre, ceux qui veulent des théories queer, par exemple, déconstruire, dégenrer la société, bien, eux aussi vont dire « Victoire, voyez, on a la décision qu'il nous faut ». Et donc, des deux côtés du spectre, il y a des gens qui ont intérêt à surinterpréter la décision, l'instrumentaliser à quelque part politiquement, soit pour justifier leur inquiétude ou soit pour justifier des attentes de changement qui peut-être arriveront un jour, je ne sais pas, mais il me semble y avoir tout un fossé d'incompréhension entre dire vous ne pouvez pas accorder un avantage financier à certains puis pas à d'autres, puis que la différence entre les deux, c'est un motif énuméré dans la charte. Ça, c'est une zone où on ne peut pas aller. Ça, c'est une décision que je pense qui peut être très consensuelle, mais on dirait que dans sa façon de présenter, la juge a soit volontairement ou involontairement cultiver cette ambiguïté-là. Je trouve que ça explique bien pourquoi là, on a deux positions campées et peut-être l'inconnu fait peur dans le sens qu'on ne sait pas où ça va finir. Puis justement, d'instrumentaliser ça, de s'en servir. Et d'ailleurs, j'ajoute un petit épice là, dans toute cette affaire. Maître Côté, ce qu'on sait, c'est que la personne qui a porté plainte, avait déjà souvent pris des procédures contre d'autres entreprises. Oui, effectivement. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça y enlève la crédibilité? Est-ce que c'est pas une forme d'activisme? C'est ça qui est dénoncé? Oui, bien absolument. Je pense que c'est ce qui est dénoncé aussi par M. Labrec là, dans Station 10. C'est qu'effectivement, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées. Est-ce que là, tout a mené là, à des demandes ou à des présences à la Cour par rapport à ça? Je pense pas. Là, suivant recherche, on a trouvé un autre cas là, où c'est vraiment cette personne-là qui était le demandant, où c'était aussi une question de genre par rapport au TAL, là, au Tribunal administratif du logement. Donc oui, effectivement, que ça peut miner sa crédibilité. Peut-être, effectivement. Là, si on peut voir ça comme une espèce d'appât du gain, d'essayer d'aller faire plusieurs plaintes ou plusieurs présences au tribunal pour essayer d'avoir gain de cause. Mais je pense que ça n'a pas été trop accepté, ça, dans le jugement. Non, effectivement. Absolument. Mais donc, ça ne change pas grand-chose. Parce que lui, ce qu'il prétend quand même, son dommage, ce que j'en comprends, c'est que aussi de ne pas bénéficier du rabais, mais d'être obligé de se dévoiler en arrivant. Bien, j'ai coché là, mais je ne suis pas vraiment ça. Puis qu'il y a une forme de malaise là, qu'il aurait subi là, avec ça. Là. Ça, l'histoire du dévoilement, c'est quand même assez compliqué parce que souvent, les personnes issues de la diversité de genre vont faire l'analogie avec le dévoilement de l'orientation sexuelle. Pour les personnes issues de la minorité de genre, c'est extrêmement sensible et on peut comprendre pourquoi. Mais en même temps, il y a une différence entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre, c'est que l'identité de genre, la plupart veulent l'extérioriser, l'exprimer, la vivre, faire en sorte qu'elle soit respectée dans la manière dont on va s'adresser aux personnes. Par exemple, une personne non-binaire, elle veut qu'on évite d'utiliser monsieur, madame, mais c'est comme quoi elle ne veut pas garder secrète son identité de genre, elle veut vivre pleinement. Donc, l'histoire du dévoilement, c'est présent dans le jugement, mais moi, je trouve que c'est un endroit où c'est un peu un sideshow, puis l'argumentation autour de ça me semble moins convaincante. Oui, effectivement. Il y a quelque chose d'un peu... l'enjeu de la vie privée est important, mais dans ce dossier-là, il ne l'est pas, puisque la personne veut être accueillie. C'est ça. En fonction de... Non, je comprends. Mais on écoute une autre partie de son témoignage. À Maître Côté, je viens à vous après. Parce que monsieur veut savoir qu'est-ce qu'il y a après. Là. C'est quoi ses recours? Est-ce qu'il peut aller en appel? On l'écoute. On le voit, on a reçu des centaines, sinon des milliers de demandes ou de supports de nos clients ou de gens de Québécois qui nous disent même aller en appel, continuer. Mais aller en appel, juste le processus prend beaucoup de temps puis de ressources. Puis on a d'autres choses à faire que d'être le cheval de bataille d'un débat social.
Puis encore là, on n'a rien contre des améliorations sociales dans la société et tout, mais est-ce que c'est à nous, un micro-entrepreneur, d'être le cheval de bataille des débats sociaux? Je ne suis pas certain. Donc, il y a peut-être d'autres approches. Encore là, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais au final, c'est nous qui avons été pris à aller passer une journée entière en cours, préparer le dossier. On ne pouvait pas se représenter nous-mêmes. Il a même fallu engager une firme d'avocats pour nous aider. Là, on reçoit du support. Il y a des gens de l'extrême droite qui veulent nous envoyer de l'argent pour aller en appel. On ne veut pas s'associer à des gens de l'extrême droite. Nous, on se perçoit comme des gens du centre. Mais de la même façon, les gens de l'extrême gauche vont peut-être nous voir comme des mauvaises personnes parce qu'on n'a pas payé le 500 $ initial qui avait été demandé ou même le 5 000 $ d'Alex Mignot en mise en demeure. Donc là, on a une certaine nervosité parce qu'on ne veut pas non plus négativement affecter notre image de marque. Puis on se perçoit comme des gens du centre, mais là, on se fait vraiment tirer à droite, on se fait tirer à gauche par des personnes qui ont des agendas qui leur sont propres, mais qui n'est pas vraiment de notre affaire. On écoute monsieur, on veut l'aider, on veut éclairer sa situation. C'est quoi les étapes après le tribunal de la personne? Il y a eu un jugement. Oui. Donc là, suite à ce jugement-là, prochaine étape pour contester ce jugement-là, si on n'est pas d'accord, c'est de passer à la cour d'appel. Okay. Donc, M. Labrec a 30 jours pour décider s'il décide d'aller à la cour d'appel ou pas, et donc de venir contester. Ce qui est important, c'est bien sûr de venir analyser le dossier, là, parce qu'on sait tous que la cour d'appel, c'est plusieurs frais quand même, là, qui pourraient être engendrés par M. Labrec et par le salon. 3 juges, absolument, c'est sérieux, il faut regarder ça. Puis il faut regarder si on a les motifs aussi pour y aller, parce que c'est même beau y aller, il faut aussi qu'on voit si on a des chances c'est quoi les motifs? Est-ce que automatiquement on a raison quand on va en appel? Ou non, on n'a pas automatiquement raison. Je pense qu'on irait plus souvent si c'était le cas. On vient faire un peu une espèce de procès là, du juge là, de première instance, où on vient regarder est-ce qu'il y a eu une erreur là, manifestement déraisonnable dans le jugement. Ça, c'est fait, là. Ça aussi, absolument. Il a mal interprété ça. Est-ce que, puis là, bien, surtout ici, ce qu'on va venir regarder, c'est au niveau de l'accommodement. Est-ce que cet accommodement-là était raisonnable, non raisonnable, ce que la juge a décidé? Au niveau du montant aussi, on peut venir contester là, cette décision-là. Mais sûr que ça va demander une analyse un petit peu plus poussée là, pour voir si on a les motifs là, de se rendre en appel. Mais je me demande, est-ce que, M. Soldemar, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que M. Taillon, après la cour d'appel, est-ce que ça pourrait être un cas de Cour suprême? D'un côté, je serais tenté de vous dire que ça reste un dossier de 500 $ en jeu, un dossier pour lequel... Des tickets de 25$ à la Cour suprême. Un dossier pour lequel la Commission des droits elle-même a décidé que oui, c'était recevable, mais qu'on ne priorisait pas ce dossier-là. Mais de l'autre, ça fait un bon moment que la Cour suprême n'a pas... En fait, la Cour suprême n'a pas encore rendu un arrêt sur les questions d'identité de genre. Ça, ouais. Récemment, elle a traité un dossier où il y avait une liberté d'expression qui était... Les propos qui étaient exercés avaient une dimension transphobe. Et là, elle en a profité pour passer quelques messages sur les questions d'identité de genre, mais elle n'a pas encore eu l'occasion d'établir une décision de principe. Est-ce que ce serait celle-là? Je serais quand même surpris, mais bref, il faudra voir. Ça commence par la décision du commerçant parce que, évidemment, l'État n'est pas parti au litige. Ce serait étonnant là, que s'il y a appel, ça va passer par le commerçant, je pense. Par le commerçant, puis là, on sent qu'il y a comme deux camps qui veulent peut-être se servir de la cause et faire la lumière. Mais est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que c'est ça? Parce que les téléspectateurs, auditeurs à Cube, bien, il y a tout le temps les questions. Certains vont dire ça va trop loin. Certains vont dire non, c'est important que ça soit reconnu. Est-ce que c'est nécessaire que ça passe par les tribunaux, tout ça? Bien, moi, ma position, c'est que en matière d'identité de genre, l'accommodement raisonnable, même s'il est très impopulaire, il est nécessaire pour justement trouver une espèce de compromis entre une vaste majorité de la population qui est habituée à la représentation du monde classique, binaire et tout, et des minorités qui ont des droits puis pour lesquels il faut des adaptations. L'accommodement va permettre à la société, si on le gère bien, de trouver les bonnes façons dans les interactions individuelles de mieux composer avec ces phénomènes-là, avec un équilibre. Et sinon, c'est quoi la solution? Bien, l'alternative, c'est soit, elles sont, à mon avis, trop tranchées. Ça serait l'ambition qui arrivera peut-être un jour de dégenrer toute la société. Je ne suis pas sûr qu'on est rendu là. Et à l'inverse, l'espèce de solution qui consisterait à ignorer la situation de ces personnes-là.
On le voit aux États-Unis. Ben, C'est un chemin qui est possible. Trump est arrivé au pouvoir, il évidemment, a dit il y a des hommes, il y a des femmes, oui. ça finit. mais en tout cas, ça, c'est peut-être drastique. là. En tout cas, ce n'est pas le choix que l'Assemblée nationale a fait en faisant les amendements qu'ils ont faits. Donc, on n'a pas le choix de passer par là. Ma peur, c'est quand même que dans un dossier aussi polémique que celui de Station 10, il y ait finalement un effet de ressac. C'est-à-dire que ce n'est pas la cause qui, factuellement, est la plus sympathique. La personne plaignante dans le dossier est un héros pour la cause qu'il défend. Moi, je ne veux pas juger sa démarche, je ne veux pas la condamner. Mais en même temps, il faut rester conscient que ça peut avoir un effet rebound qui est l'inverse. L'entrepreneur va dire, moi, je fais les frais de quelque chose que je sens qui n'est pas clair et que je respecte. C'est ça qui est un petit peu contradictoire. Ben oui, et là, absolument. quand même, je suis condamné. Ben oui. Mais, M. Taillon, vous connaissez bien les chartes. Sont-elles importantes, nos chartes? Elles prennent beaucoup de place, en tout cas. Mais ça des fois, j'ai l'impression qu'on oublie pourquoi elles sont arrivées. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des abus à l'époque. Et je pense qu'il ne faut pas aller trop loin, il faut chercher l'équilibre. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. C'est une bonne analyse. Merci. Je pense que c'est un dossier que des gens voulaient comprendre. Donc, à la maison, vous vivez une injustice, vous avez un problème, appelez-nous si vous voulez le dénoncer. Donc, sur lafirme.tv. On se retrouve la semaine prochaine.